Asseyez-vous et taisez-vous, mon mari a souri avec mépris. Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes entouré. Alors, un des invités m'a fixé, a sorti son téléphone et a halté. Attendez. C'est vraiment vous? Oh mon Dieu. Le visage de mon mari est devenu pâle. Asseyez-vous et taisez-vous. Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes entouré. Ces mots m'ont frappé si fort que j'ai oublié ce que j'allais dire. Pendant une seconde, j'ai juste fixé mon mari. Didier souriait en disant cela. C'était le pire. Pas en colère, pas ivre, pas hors de contrôle. Souriant comme s'il avait fait une blague inoffensive. Autour de nous, des verres en cristal reflétaient la douce lumière des lustres suspendus au-dessus de la salle de bal. Quelques personnes à notre table ont eu des rires un peu gênés. D'autres ont soudainement trouvé quelque chose d'intéressant dans leurs assiettes. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Et puis quelque chose s'est produit qui a changé le cours de ma vie. Un homme assis 3 sièges plus loin a arrêté de mâcher. Il m'a regardé directement, a hoché la tête vers Didier, puis vers moi. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Puis il a fouillé dans sa veste de costume et a sorti son téléphone. Pendant plusieurs secondes, il a fait défiler quelque chose. Puis il s'est figé. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. Le silence s'est fait dans la pièce. L'homme a tourné son téléphone vers moi. « Madame » a-t-il dit prudemment. « C'est vous ?» J'ai regardé l'écran et mon estomac s'est noué. Parce que je savais exactement où cette photo avait été prise 6 mois plus tôt, dans le Poitou, debout dans la boue, couverte de poussière. Assez fatigué pour m'endormir debout. Et soudain, je n'étais plus assise dans un club de golf de luxe près de Biarritz. J'étais de retour dans l'une des semaines les plus difficiles de ma vie. Mais avant de vous parler de cela, je devrais probablement expliquer comment je me suis retrouvée à cette table en premier lieu. Je m'appelle Rachel Martin. J'ai 42 ans. J'ai passé près de 15 ans dans l'armée à travailler dans la logistique avant de me tourner vers le travail associatif. De nos jours, je gère des programmes de logement pour les anciens combattants, les veuves de militaires et les personnes âgées qui ont besoin d'aide pour ne pas se retrouver à la rue. Ce n'est pas glamour. La plupart des jours impliquent de la paperasse, des bureaux de la préfecture, des appels téléphoniques, des demandes de financement et d'essayer de résoudre des problèmes dont personne d'autre ne veut. J'adore ça. Mais ce n'est pas le genre de travail qui impressionne les gens lors de galas de charité UP. Du moins, c'est ce que mon mari aimait me rappeler. Le gala a eu lieu un samedi soir fin octobre. L'événement se tenait dans un club de golf privé près de l'hôtel du Palais à Biarritz. La liste des invités comprenait de riches donateurs, des dirigeants d'entreprises, des officiers militaires à la retraite, des chefs de fondation et des politiciens locaux. Des gens qui portaient des montres chères sans en parler. Des gens qui savaient quelle fourchette utiliser sans réfléchir. Des gens qui semblaient parfaitement à l'aise dans des salles comme celle-là. Je n'en faisais pas partie. Honnêtement, je n'avais pas voulu y aller. Mon genou gauche me faisait mal toute la semaine. Une vieille blessure de service. Le temps s'était refroidi, et chaque pas me le rappelait. J'avais également passé les 3 jours précédents à gérer une urgence de logement impliquant un vétéran de 81 ans dont le propriétaire avait vendu la propriété avec presque aucun préavis. J'étais épuisé. La seule raison pour laquelle j'ai assisté était que Didier insistait. Nous devons nous montrer ensemble, avait-il dit. Les gens font confiance aux professionnels orientés famille. Cela aurait dû être mon premier indice. Pas, nous, pas, allons passer une bonne soirée. Non. Nous devons nous montrer, comme si j'étais une partie d'une présentation. Un accessoire, une aide visuelle. Je ne le voyais pas clairement à l'époque. Je le vois maintenant. La salle de bal était magnifique à notre arrivée. Nappe blanche, fleurs fraîches, un petit trio de jazz près de la scène, des serveurs se déplaçant silencieusement entre les tables, tout le monde souriant, tout le monde réseautant, tout le monde vendant quelque chose. Didier s'y intégrait parfaitement. Il travaillait pour une société d'investissement spécialisée dans les projets de développement et les partenariats communautaires. Au cours des dernières années, il était devenu de plus en plus obsédé par le statut. Les bons contacts, les bons événements, les bonnes personnes, la bonne image. Quelque part en chemin, il a commencé à considérer la vie comme une opportunité commerciale, y compris notre mariage. Au début, les commentaires avaient été petits, faciles à ignorer,
facile à expliquer. Mais dernièrement, ils étaient devenus plus difficiles à manquer. Cette nuit a commencé de la même manière. Dans les 15 minutes suivant notre installation, Didier me présentait déjà des gens, mais pas vraiment en me présentant. En me modifiant. C'est ma femme Rachel. Il a souri. Elle était dans l'armée. Était ? Comme si ces années n'avaient plus d'importance. Comme si elles avaient expiré. Puis vint la deuxième partie. Maintenant, elle s'occupe de travail caritatif. S'occupe. Pas, dirige des programmes. Pas, aide les vétérans. Pas, gère des initiatives de logement dans plusieurs départements. S'occupe, comme si j'avais besoin d'un passe-temps. Quelques personnes ont hoché la tête poliment. Personne n'en savait assez pour réaliser ce qu'il venait de faire, mais je savais. Je l'ai senti. La même petite piqûre que j'avais ressentie des dizaines de fois auparavant. Pourtant, je suis restée silencieuse. La soirée a continué. Le dîner a été servi. Les conversations sont passées des affaires à la philanthropie. Quelqu'un à notre table a posé des questions sur le logement abordable pour les vétérans. Le logement ? Mon domaine ? Quelque chose que je connaissais réellement. Alors, j'ai répondu, ou du moins j'ai essayé. Nous avons constaté une énorme augmentation des personnes âgées ayant besoin d'eux. Didier a ri et m'a légèrement touché le bras. Chérie, peut-être laisser les adultes s'occuper des questions d'argent. La table a gloussé. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Didier a continué. Tu sais, la logistique a toujours été plus ton truc. Plus de rire. Pas bruyant. Pas cruel. Juste assez. Juste assez pour me faire sentir petite. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Une partie de moi voulait riposter. Une partie de moi voulait me lever et partir. Mais une autre partie, la partie fatiguée, voulait juste en finir avec la soirée. Alors, je n'ai rien dit pendant un moment. Puis quelqu'un a posé une autre question, cette fois-ci directement à moi. Un colonel de l'armée de l'air à la retraite voulait savoir si les associations locales luttaient contre l'augmentation des coûts du logement. J'ai recommencé à répondre, et c'est là que Didier s'est penché plus près, toujours souriant, toujours l'air parfaitement agréable pour tout le monde. Et il a prononcé la phrase qui a tout changé. Asseyez-vous et taisez-vous. Sa voix était basse, presque amicale. Puis il a ajouté, vous n'avez aucune idée de qui vous êtes entouré. Je me souviens avoir entendu une fourchette toucher une assiette quelque part à proximité. Je me souviens avoir senti ma poitrine se serrer, et je me souviens avoir pensé quelque chose que je n'aurais jamais pensé à propos de mon propre mari. Il le croit vraiment. Il croit vraiment que je suis inférieur à ces gens. Puis François Duval m'a regardé, a sorti son téléphone et a posé la question qui allait défaire tout ce que Didier avait passé des années à construire. Madame. Il a tourné l'écran vers moi. C'est vous ? J'ai fixé la photographie, le blouson de campagne boueux, le centre pour personnes âgées détruit derrière moi, le visage épuisé que je reconnaissais à peine, et soudain, tous les yeux de la pièce étaient sur moi. Pas Didier, moi. Pendant quelques secondes, je n'ai rien pu dire. J'ai juste fixé la photo sur le téléphone de François Duval. L'image avait été prise lors de l'intervention après la tornade en Vendée en avril. Je me souvenais clairement de ce jour. Pas à cause de la photo, mais à cause de l'odeur. Quiconque a déjà vécu une catastrophe majeure sait de quoi je parle. Isolation humide, bois cassé, fuite de gaz, boue, tout mélangé dans une odeur qui vous colle longtemps après votre départ. Sur la photo, je me tenais à côté de ce qui était autrefois un centre pour personnes âgées près de La Roche-sur-Yon. La moitié du toit avait disparu. Le parking était couvert de débris, et j'avais l'air absolument terrible. Mes cheveux étaient attachés avec un élastique. Ma veste était tachée de boue. J'avais des cernes sous les yeux. Personne n'aurait qualifié cela de photo flatteuse, ce qui rendait la réaction de François encore plus déroutante. Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit lentement. C'est moi. François s'est penché en arrière sur sa chaise. Pendant un instant, il a semblé presque soulagé. Mon Dieu. Les gens autour de nous ont échangé des regards curieux. Didier a forcé un rire. Vous vous connaissez tous les deux. François a secoué la tête. Non,
nous ne nous sommes jamais rencontrés. Puis il m'a regardé à nouveau, mais je l'ai déjà vu. La pièce est devenue sensiblement plus silencieuse. Même les conversations aux tables voisines semblaient plus lointaines. François a brandi son téléphone. Cette photographie a été incluse dans un rapport sur le logement post-catastrophe que notre fondation a examiné plus tôt cette année. J'ai cligné des yeux. Notre fondation finance des projets de logement d'urgence et de reconstruction dans tout le pays. Maintenant, les gens écoutaient attentivement. François Duval n'était pas un simple invité. Tout le monde dans cette pièce savait qui il était. Un homme d'affaires parisien de 74 ans. Argent du pétrole, immobilier, philanthropie. Le genre d'homme qui pouvait signer un chèque et changer l'avenir d'une organisation du jour au lendemain. Il n'en faisait pas étalage, mais les gens écoutaient quand il parlait, y compris Didier, surtout Didier. François a poursuivi. Il y a eu un projet de reconstruction de Tornade en Vendée. Il a hoché la tête vers moi. Votre visage a attiré l'attention. J'ai ri maladroitement. Croyez-moi, ce n'était pas mon meilleur look. Quelques personnes ont souri. François a souri aussi. Non, madame. Mais c'était mémorable. Puis il s'est tourné vers les autres à la table. Les systèmes d'intervention locaux étaient débordés. Les bénévoles étaient débordés. Les ressources étaient retardées. Il m'a regardé à nouveau. Mais chaque rapport mentionnait la même chose. J'ai senti mon estomac se serrer. Je savais déjà où cela menait. Et honnêtement, je détestais être le centre de l'attention. François a dit, il y avait une personne qui coordonnait tout le monde. J'ai immédiatement secoué la tête. Ce n'était pas seulement moi. Il a pointé doucement. Vous voyez, c'est exactement ce que le rapport disait. Des rires ont parcouru la table. Le genre amical. Pas le genre qui vous fait sentir petite. Le genre qui fait que les gens se penchent. Je ne savais pas quoi en faire. Didier est intervenu. Rachel a toujours été modeste. Son sourire semblait un peu forcé maintenant. Elle est impliquée dans une petite association. Ils font du bon travail. Quelque chose a changé dans l'expression de François. Pas de colère. Quelque chose de plus calme, de plus dangereux. De la curiosité. Petite association. Didier a hoché la tête. Rien d'énorme. François a croisé les mains. Intéressant. Le mot unique est tombé comme un caillou dans un étang calme. Le sourire de Didier s'est tendu. François a continué. Parce que ce n'est pas ce que le rapport suggérait. Personne n'a parlé. J'ai soudainement eu pitié de Didier, du moins pendant une seconde. Puis je me suis souvenu du commentaire qu'il avait fait moins de 10 minutes plus tôt. La pitié a disparu. François m'a regardé à nouveau. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Le projet de relogement de la forêt de chênes. Combien de résidents avez-vous déplacés la première semaine? J'étais surprise qu'ils connaissent le nom du projet. 37. Ses sourcils se sont levés. Vous vous en souvenez? J'ai presque ri. François, l'une d'elles était une veuve de 79 ans qui a refusé de partir tant que quelqu'un n'aurait pas retrouvé son chat. Plusieurs personnes ont souri. Le chat a été retrouvé, d'ailleurs. Cela a provoqué un rire plus fort. François a hoché la tête. Et le logement temporaire? Nous nous sommes associés à 2 églises et un centre communautaire. Et l'équipement médical? Une pharmacie locale a fait don de fournitures. Nous avons utilisé des chauffeurs bénévoles. Et le transport? Principalement des vétérans aidant d'autres vétérans. Maintenant, les gens étaient pleinement engagés. Pas à cause de moi. À cause des histoires. Les histoires sont ce qui relie les gens, pas les CV, pas les titres, pas les descriptions de poste. Les histoires. Je me suis retrouvé à parler de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des mois. Le marine à la retraite qui ne voulait pas évacuer sans son appareil à oxygène. Le couple âgé qui a passé 53 ans dans la même maison et a pleuré en voyant les dégâts. Les bénévoles de la garde nationale qui ont travaillé sous la pluie. Les dames de l'église qui ont réussi à produire suffisamment de gratins pour nourrir la moitié du département. Au moment où j'ai terminé, personne ne regardait plus son téléphone.
La pièce semblait différente, plus chaleureuse, plus personnelle. De l'autre côté de la table, une femme âgée aux cheveux argentés m'observait attentivement. Son nom était Solange Duval, la femme de François. Elle a tendu la main vers son verre d'eau. Puis elle a demandé quelque chose qui a frappé plus fort que prévu. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Elle a légèrement incliné la tête. Pourquoi votre mari n'a-t-il jamais mentionné tout cela? La table est devenue complètement silencieuse. J'ai senti Didier se raidir à côté de moi. Mon cœur s'est serré. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de bonne réponse. La vérité était compliquée. Didier avait mentionné mon travail, mais jamais comme ça. Jamais comme quelque chose de significatif, jamais comme quelque chose digne de respect. Il le décrivait généralement de la même manière que les gens décrivent un passe-temps, quelque chose de gentil, quelque chose d'inoffensif, quelque chose de secondaire. J'ai baissé les yeux sur mes mains, puis je les ai relevés. Je suppose que cela n'a jamais semblé important. Les mots avaient un goût amer. Le visage de Solange s'est adouci. Je pense qu'elle a compris plus que je n'ai dit. Les femmes de son âge le font généralement. Elles ont vécu assez longtemps pour entendre ce qui manque dans une phrase. François a lentement posé son téléphone sur la table. Puis il a regardé directement Didier. Pas agressivement, pas accusateur, juste honnêtement. C'est surprenant. Didier a forcé un autre sourire. Comment ça? La voix de François est restée calme. Parce que le travail de votre femme est l'une des raisons pour lesquelles ma fondation s'est intéressée au partenariat de logement en Bretagne. L'air a semblé quitter le corps de Didier. Je l'ai vu. Juste un éclair, une petite fissure, mais c'était là. Pour la première fois de la soirée, il a semblé incertain. Un homme qui avait toujours les bons mots n'en a soudainement plus trouvé. Autour de nous, les conversations ont repris, mais notre table avait changé. Les gens ne posaient plus de questions à Didier. Ils m'en posaient, et pour la première fois depuis des années, personne n'interrompait mes réponses. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement triste parce qu'assise là à écouter des étrangers montrer plus d'intérêt pour mon travail que mon mari ne l'avait jamais fait, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas une mauvaise nuit. Ce n'était pas un commentaire grossier. Ce n'était pas un moment embarrassant. C'était un schéma, que j'avais excusé bien trop longtemps. Et au fond, je savais que le plus dur de la soirée n'était pas encore arrivé. Après que François ait dit que mon travail était l'une des raisons pour lesquelles sa fondation était venue à ce gala, personne ne savait trop quoi faire du silence. Ce n'était pas dramatique. Personne n'a laissé tomber un verre. Personne ne s'est levé et n'a pointé du doigt. C'était après tout l'argent de Biarritz. Ces gens étaient formés dès la naissance, ou du moins dès leur deuxième mariage, à ne pas trop réagir en public. Mais le changement était réel. On pouvait le sentir. Didier était assis à côté de moi, une main autour de son verre d'eau, le serrant un peu trop fort. Son sourire restait en place, mais il semblait collé maintenant, comme l'une de ces photos de Noël en famille où tout le monde sait que le couple se dispute dans la voiture. 5 minutes plus tard, François m'a posé une autre question sur le programme de logement. Puis un colonel de l'armée de l'air à la retraite de l'autre côté de la table a posé des questions sur les partenariats avec la préfecture. Puis Solange a voulu savoir comment nous trouvions des vétérans âgés qui ne faisaient pas confiance aux agences gouvernementales. Et soudain, après des années d'être résumé par mon mari en une seule phrase, on me permettait de parler en paragraphe complet. Cela semble petit. Ça ne l'était pas. J'ai répondu prudemment au début. Vieille habitude. Ne pas prendre trop de place. Ne pas mettre Didier mal à l'aise. Ne pas avoir l'air de me vanter. Mais les questions continuaient d'arriver et c'étaient de bonnes questions, de vraies questions, pas le genre que les gens posent en attendant leur tour de parler. Le colonel, qui s'appelait Charles Leroy, avait d'épais sourcils blancs et une aide auditive qu'il ajustait chaque fois que la pièce devenait bruyante. Il s'est penché plus près et a dit, « Comment amenez-vous les vétérans à accepter de l'aide quand ils sont trop fiers pour la demander ?» J'ai souri parce que celle-là, je la connaissais. « Vous ne commencez pas par l'aide, ai-je dit. Vous commencez par le café. » Il a eu l'air amusé. Le café ou une marche d'escalier cassée ou un trajet à l'hôpital des armées, quelque chose de pratique, quelque chose qui ne leur donne pas l'impression d'être un dossier. Charles a hoché la tête lentement.
Mon frère était comme ça après l'Algérie. Il ne prenait pas un centime de qui que ce soit. La plupart d'entre eux ne le feront pas, ai-je dit. Pas au début. Solange a baissé les yeux sur ses mains. Mon père était pareil vers la fin. Il préférait s'asseoir dans une maison froide plutôt que d'admettre que le chauffage était en panne. C'est courant, ai-je dit, surtout chez les hommes plus âgés. Ils ne veulent pas de pitié, ils veulent de la dignité. Le mot « dignité » a frappé plus fort que je ne l'avais voulu. Peut-être parce que je pensais à la mienne. Didier a bougé à côté de moi. Rachel a toujours eu un faible pour les histoires tristes, a-t-il dit. C'était encore là. Faible. Histoire triste. Une jolie petite façon de faire paraître le travail émotionnel au lieu de professionnel. Je me suis tourné vers lui. Pas brusquement. Juste assez. Ce ne sont pas des histoires tristes, Didier. Ce sont des gens. Son visage a vacillé. Juste une fois. Puis il a eu ce petit rire tendu que je connaissais trop bien. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Mais ce n'était pas le cas. Et pour la première fois de la nuit, d'autres personnes semblaient le savoir aussi. C'est à ce moment-là que les souvenirs ont commencé à revenir. Pas tous en même temps, plutôt comme de vieilles quittances tombant d'un tiroir. 2 ans plus tôt, Didier et moi étions allés dîner avec un couple de son entreprise dans un restaurant de steak en centre-ville. Le genre d'endroit avec des banquettes en cuir, des lumières tamisées et des serveurs qui récitaient les plats du jour comme s'ils lisaient l'écriture sainte. La femme m'a demandé ce que je faisais. J'ai ouvert la bouche. Didier m'a devancé. Rachel était dans l'armée, a-t-il dit. Maintenant, elle dirige un de ces programmes de bien-être pour vétérans. Bien-être ? Comme si nous distribuions des ballons. Je me souviens avoir souri parce que c'est ce que font les femmes quand elles essaient de ne pas gâcher le dîner. Sur le chemin du retour, je lui ai dit que cela me dérangeait. Il a soupiré comme si je lui avais demandé de porter un réfrigérateur à l'étage. Rachel, allez. Je te faisais paraître intéressante. Intéressante. Pas respectée. Pas capable. Intéressante. Un autre souvenir est venu juste derrière. Un mardi soir dans notre cuisine. Je venais de rentrer de l'association après avoir passé 9 heures à essayer d'empêcher un vétéran âgé de perdre son appartement. Mes pieds me faisaient mal. Mon dos me faisait mal. J'avais encore de la poussière sur mes chaussures de l'allée de l'Homme. Didier était au comptoir avec son ordinateur portable ouvert, mangeant des plats à emporter d'un récipient en carton. Je lui ai dit que l'homme avait failli être expulsé parce qu'il n'avait pas compris un avis du gérant immobilier. Didier n'a même pas levé les yeux. Une autre mission de sauvetage, a-t-il dit. Tu sais, toutes les histoires tristes n'ont pas besoin de toi. Je me souviens être resté là avec un sac d'épicerie me coupant les doigts, trop fatigué pour répondre. C'est ainsi que cela s'est passé dans notre mariage. Pas une grande cruauté, 1000 petites modifications, un mot changé ici, un rire là, une correction en public, un silence à la maison. Et après un certain temps, j'avais commencé à rétrécir avant même qu'il ne me le demande. De retour au gala, une femme nommée Béatrice Dubois s'est assise à côté de moi pendant le dessert. Elle avait la soixantaine avancée, magnifiquement vêtue, avec une canne accrochée à sa chaise et un bracelet en diamant qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle a dit, mon gendre me parle comme si j'étais un grille-pain. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle a haussé les épaules. Je suis sérieuse. J'ai monté 3 cabinets comptables avant qu'ils n'apprennent à épeler l'hypothèque. Mais maintenant que j'ai besoin d'aide pour lire les petits caractères, il agit comme si je venais gratuitement avec les meubles. J'ai ri parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle aussi. Puis son expression s'est adoucie. Ne le laissez pas vous faire ça trop longtemps, ma chérie. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. Je n'en avais pas besoin. Didier nous a vu parler. Il s'est levé trop vite. Rachel, a-t-il dit, puis-je te déranger une minute? Déranger? Comme si j'appartenais à la table. Je l'ai regardé. François aussi. Avant que je puisse répondre, François a dit, en fait, Didier, j'espérais que Rachel pourrait expliquer le modèle de logement de transition à notre groupe avant le début du programme. La mâchoire de Didier a bougé. Aucun son n'est sorti. Puis il a souri.
Bien sûr, mais ses yeux étaient différents maintenant. Des yeux d'avertissement, le genre qu'il me donnait lors des fêtes quand il pensait que j'en disais trop. Pendant des années, ce regard avait fonctionné. J'aurais adouci ma voix. Changer de sujet. Le protéger. Nous protéger. Cette nuit-là, j'ai détourné le regard la première, mais pas parce que je reculais. Parce que je commençais à le voir clairement, et cela faisait mal. Quelques minutes plus tard, une femme de la fondation de François a mentionné que Didier avait été très enthousiaste à propos d'un poste au conseil consultatif lié à leur initiative de logement. J'ai tourné la tête. Conseil consultatif ? Didier s'est figé. La femme a cligné des yeux, réalisant qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Oh, j'ai cru que vous saviez. J'ai regardé mon mari. Il a ajusté son bouton de manchette, un petit mouvement, mais je le connaissais. C'était son signe. Soudain, toute la soirée a pris son sens. Le costume coûteux qu'il avait insisté pour acheter. La façon dont il m'avait briefé dans la voiture pour ne pas entrer dans les détails de mon travail. La façon dont il m'avait dit de sourire et de le laisser mener la conversation. Il ne m'avait pas amené là comme sa femme. Il m'avait amené comme preuve. Preuve qu'il était lié au logement des vétérans. Preuve qu'il s'en souciait. Preuve qu'il méritait un siège plus près de l'argent. Mais seulement si je restais assez petite pour qu'il puisse se tenir devant moi. Je suis restée assise, mon café refroidissant dans ma main. Et quelque chose en moi s'est tu. Pas engourdi, clair. Pendant des années, j'ai pensé que Didier avait été négligent avec mon histoire. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'il l'avait utilisée. Je dois vous dire quelque chose sur moi. Je peux gérer les urgences. Une tornade déchirant une ville, une crise du logement, un vétéran dormant dans son camion derrière un supermarché. Donnez-moi une liste de contrôles et une date limite, et je trouverai un moyen de m'en sortir. Mais mettez-moi dans une salle de bal pleine d'étrangers riches, et faites-moi parler de moi. Je préférerais nettoyer des débris de tempête pendant 12 heures. Après avoir réalisé pourquoi Didier m'avait amené au gala, je me suis excusé et je suis sorti dans le couloir de la salle de bal. Le couloir était plus calme, moquette moelleuse, photographies encadrées de paysages de la Bretagne. Quelques invités passaient en se dirigeant vers les toilettes. Pour la première fois de la soirée, je pouvais entendre mes propres pensées. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai frotté mon genou. La douleur montait depuis des heures. Un rappel familier de mes jours à l'armée que vieillir ne demande pas la permission. La porte s'est ouverte derrière moi. Je me suis retourné. François Duval est entré dans le couloir. Solange l'a suivi. « Tout va bien ?» a demandé François. J'ai ri doucement. Ça dépend de comment vous définissez le bien. Cela lui a valu un sourire. Solange a pointé ma jambe. Genou ? J'ai hoché la tête. Vieille blessure, ma chérie, ces sols sont un enfer pour les mauvaises articulations. J'ai ri. C'est exactement ce que dit mon kinésithérapeute. Votre kinésithérapeute est plus intelligent que la plupart des gens. Cela m'a fait rire à nouveau. Et honnêtement, j'en avais besoin car mes émotions étaient confuses. Embarras, colère, confusion, soulagement, chagrin, une étrange combinaison des quatre. François s'est appuyé contre le mur d'en face. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis il a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Rachel, je vous dois des excuses. J'ai cligné des yeux. Pourquoi ? J'aurais dû faire le lien plus tôt. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas. François a croisé les mains. Ma fondation examine des propositions de logement depuis des mois. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas surprenant. Les projets de logement nécessitaient de l'argent. L'argent nécessitait des donateurs. Les donateurs nécessitaient de la paperasse. Beaucoup de paperasse. François a continué. Une proposition n'arrêtait pas d'arriver sur mon bureau. Je savais déjà de laquelle il parlait. L'initiative de logement pour vétérans que la firme de Didier poursuivait. Le même projet que mon association avait passé près de 2 ans à aider à construire. François m'a regardé directement. Et chaque fois que je l'examinais, votre nom apparaissait. J'ai senti mon estomac se serrer. Mon nom partout.
Sa voix est restée calme. En fait, les contacts de la préfecture, les registres de bénévoles, les accords de partenariat, les coordinateurs d'église, les entrepreneurs locaux, les équipes d'aide aux vétérans. Il a secoué la tête. Tous les chemins menaient à vous. Je ne savais pas quoi dire parce qu'honnêtement, ce n'est pas ainsi que je pensais au travail. Quand vous êtes dedans tous les jours, vous arrêtez de voir vos propres empreintes. Vous vous concentrez juste sur le prochain problème, la prochaine date limite, la prochaine famille qui a besoin d'aide. François a continué. Mais chaque présentation que nous recevions peignait une image différente. Maintenant, je comprenais et je n'aimais pas où la conversation allait. Didier, ai-je demandé doucement. François a hoché la tête. Votre mari n'a jamais menti de front. Cela m'a fait plus de mal d'une certaine manière parce que cela ressemblait exactement à Didier. Ne pas mentir, juste réorganiser la vérité, omettre des morceaux, agrandir certains détails, faire disparaître d'autres détails. François a soupiré. Il s'est positionné comme un connecteur clé. Ma poitrine s'est serrée. Il parlait de partenariat, de financement, de stratégie, de croissance. François a haussé les épaules. Des choses importantes. Puis il a fait une pause. Mais quand nous avons réellement examiné comment le projet a été construit, il a souri doucement. Vous étiez partout. Le couloir est soudainement devenu très chaud. J'ai baissé les yeux sur la moquette. Une partie de moi voulait disparaître. Une autre partie voulait pleurer. Pas à cause des éloges, parce que pendant des années, je m'étais demandé si j'imaginais des choses, si Didier me minimisait vraiment, si j'étais injuste, si j'étais trop sensible. Ces mots encore, trop sensible. La phrase suivante de François a répondu à cette question pour toujours. Je ne pense pas que votre mari comprenne ce que vous avez accompli. Ma gorge s'est serrée. Solange a doucement touché mon bras. Juste une seconde. Le genre de geste que les femmes comprennent sans explication. Pas de pitié, juste de la reconnaissance. François a semblé presque gêné. Puis il a dit, puis-je vous raconter quelque chose de drôle? J'ai essuyé un œil. S'il vous plaît, il a ri. La moitié de notre conseil d'administration a supposé que Didier était votre mari. Je l'ai fixé. Je vous demande pardon. Le conjoint solidaire. J'ai ri. Un vrai rire cette fois. Le genre qui vous prend par surprise. François a ri aussi. Solange s'est couvert la bouche. Pendant un instant, nous sommes restés tous les trois à rire dans le couloir d'un hôtel. Et honnêtement, cela faisait du bien. Pas parce que Didier était moqué, mais parce que pendant un bref instant, je me suis vu à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pas à travers ceux de Didier, pas à travers mes propres doutes, à travers les yeux de personnes qui ne regardaient que les faits, le travail, les résultats, les relations. Et apparemment, elles avaient atteint une conclusion complètement différente sur qui comptait. Quand le rire s'est estompé, quelque chose de plus lourd a pris sa place. La peur. Parce que finalement la soirée allait se terminer. Finalement Didier et moi allions monter dans la même voiture, nous rendre à la même maison, dormir sous le même toit. Je connaissais mon mari. Il détestait perdre le contrôle d'un récit. Et ce soir, le récit lui avait complètement échappé. François a semblé lire mon expression. Ça va? J'ai hésité. Non. Cela faisait du bien de dire la vérité pour une fois. Non, pas vraiment. Solange a hoché la tête lentement. C'est compréhensible. J'ai regardé par une fenêtre proche. Les montagnes étaient à peine visibles contre le ciel sombre des Pyrénées. Belles, lointaines, silencieuses. Je n'arrête pas de me demander depuis combien de temps j'ai laissé cela se produire. Aucun des deux ne m'a interrompu, alors j'ai continué à parler. J'ai passé des années à trouver des excuses. Il est stressé. Il est ambitieux. Il ne le pense pas comme ça. J'ai ri amèrement. Il s'avère qu'il le pensait exactement comme ça. François a baissé les yeux un instant, puis m'a regardé. Vous savez ce que je pense? J'ai haussé les épaules. Je pense que vous avez passé tellement de temps à aider les autres à se lever qu'en chemin, vous avez oublié que vous aviez le droit de vous lever aussi. Cette phrase a frappé fort parce que c'était vrai. Pendant des années, j'avais défendu des vétérans, des veuves,
des familles, des gens qui méritaient mieux. Pendant ce temps, j'ai continué à accepter moins que ce que je méritais dans mon propre mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. François a jeté un coup d'œil vers les portes de la salle de bal. Il y a autre chose. Je me suis redressé. Quoi? Nous aimerions que tout le monde vous entende. J'ai immédiatement secoué la tête. Non. La réponse est venue si vite qu'elle m'a surprise moi-même. François a souri. Je pensais que vous diriez cela. Je suis sérieuse. Moi aussi. Solange a hoché la tête. Les gens ont besoin d'entendre à quoi ressemble réellement le travail. J'ai croisé les bras. Mes mains tremblent. Bien. Je l'ai fixé. Elle a souri. Cela signifie que vous vous souciez. J'ai regardé vers la salle de bal, vers la pièce où Didier était assis, vers les gens qui avaient passé des années à entendre sa version de notre histoire. Et soudain, je l'ai vu avec de nouveaux yeux. Pas puissant, pas intimidant, juste un homme qui dépendait du silence de tous les autres. Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Didier est entré dans le couloir. Dès qu'il nous a vus, il s'est arrêté. Son expression s'est durcie. Pas publiquement, juste assez. Un avertissement. Le même regard que j'avais vu pendant des années. Le regard qui disait « Ne fais pas ça. Ne m'embarrasse pas. Ne me défie pas. Ne rends pas cela difficile. » Pour la première fois, cela n'a pas fonctionné. François m'a regardé, attendant. Solange aussi. J'ai pris une lente inspiration. Mon genou me faisait mal. Mon cœur s'emballait. Mes paumes étaient froides. Mais quelque chose en moi avait enfin changé. J'ai regardé directement Didier, puis de nouveau François. D'accord, ai-je dit. Je vais parler. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu la peur traverser le visage de mon mari. Le chemin du retour dans la salle de bal a semblé plus long qu'il ne l'était en réalité. En fait, il ne pouvait pas faire plus de 6 mètres, mais chaque pas semblait plus fort que le précédent. J'entendais mes talons sur le sol, sentais mon cœur battre dans ma poitrine, voyais des dizaines de conversations se dérouler dans la pièce, des gens riant, des serveurs portant des plateaux, un donateur racontant une histoire près du bar. Des choses normales, des choses ordinaires. Pourtant, d'une certaine manière, tout semblait différent. Parce que cette fois, je n'entrais pas en tant que femme de Didier. J'entrais en tant que moi-même. François est entré le premier. Solange a suivi. Je suis venu derrière eux. La pièce s'est progressivement calmée à mesure que les gens les remarquaient. François n'a pas fait une grande entrée. Ce n'était pas son style. Il s'est simplement dirigé vers le petit podium près du devant de la salle de bal et a tapoté légèrement une cuillère contre son verre d'eau. La conversation a ralenti, puis s'est arrêtée. « Chers amis », a dit François, souriant chaleureusement. Avant de poursuivre la soirée, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître quelqu'un dont le travail a eu un impact plus important que la plupart des gens présents dans cette salle ne le réalisent. Immédiatement, tous les yeux se sont tournés vers moi. Je voulais disparaître. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je n'étais pas habitué à être vu. Il y a une différence. François m'a fait signe d'avancer. Mes jambes sont soudainement devenues lourdes. Pourtant, j'ai avancé. La salle a applaudi poliment lorsque j'ai atteint le devant. J'ai remarqué Didier assis près de la table centrale. Son sourire était revenu, mais il semblait tendu, comme s'il n'était pas sûr de ce qui allait suivre. Honnêtement, moi non plus. François s'est écarté. Le microphone attendait. Je l'ai regardé une seconde. Puis j'ai regardé la foule. Généraux à la retraite, chefs d'entreprise, veuves, leaders communautaires, des gens dans la soixantaine, la 70, l'octogénaire, des gens qui avaient vécu assez longtemps pour reconnaître la sincérité quand ils l'entendaient. J'ai pris une inspiration. Je m'appelle Rachel Martin. Quelques personnes ont souri. J'ai continué. François m'a demandé de dire quelques mots. Petit rire. La tension s'est légèrement relâchée. La pièce s'est détendue. Moi aussi. Je devrais probablement commencer par dire que je ne suis pas très à l'aise de parler de moi. Cela a valu plusieurs hochements de tête compréhensifs, surtout de la part des vétérans plus âgés.
J'ai reconnu ce regard, le regard qui dit « bien ». Nous non plus. J'ai souri. Je suis généralement beaucoup plus à l'aise de parler du travail. Et puis j'ai fait exactement cela. Pas les récompenses, pas les réalisations, pas les chiffres, les gens, parce que c'est ce qui importait. Je leur ai parlé d'Henri Dupont, un vétéran du Vietnam de 76 ans que j'ai rencontré 3 ans plus tôt. Henri a vécu dans sa camionnette pendant près de 6 mois après que ses factures médicales aient épuisé ses économies. Non pas parce qu'il manquait d'options, mais parce qu'il était embarrassé. Il ne voulait pas que personne le sache. Je leur ai raconté comment nous l'avons finalement convaincu d'accepter de l'aide en lui demandant d'aider d'abord un autre vétéran. Cela a fait sourire quelques personnes. Puis j'ai parlé de Caroline Lefebvre, une veuve de militaire qui a passé 40 ans à élever des enfants et à soutenir la carrière militaire de son mari. Après son décès, l'augmentation du loyer l'a presque poussée hors de l'appartement où elle vivait depuis 12 ans. Non pas parce qu'elle était irresponsable, mais parce que la vie est devenue chère et que la solitude est devenue plus lourde. Plusieurs personnes dans le public ont hoché la tête doucement. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont regardé droit devant, écoutant. Vraiment écoutant. J'ai continué. J'ai parlé de la tornade en Vendée, des maisons endommagées, des bénévoles de l'église, des premiers intervenants épuisés, des personnes âgées qui refusaient de partir sans photo de famille, des vétérans qui se sont présentés avec des tronçonneuses avant que quiconque ne le demande. Et puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose qui est simplement sorti. La plupart des gens n'ont pas besoin d'aide parce qu'ils sont faibles. La pièce est devenue silencieuse. Ils ont besoin d'aide parce que la vie les frappe de 3 directions à la fois. Personne n'a bougé. Personne n'a vérifié son téléphone. Personne n'a murmuré. J'ai continué. Une facture médicale. Une tempête. Un emploi perdu. Un conjoint décédé. Une mauvaise chute. Une chose en devient 2. 2 en deviennent 4. Et soudain, quelqu'un qui a passé toute une vie à s'occuper de tout le monde dort dans une voiture. Plusieurs personnes ont essuyé leurs yeux, y compris moi. J'ai fait une pause, je me suis ressaisi, puis j'ai souri. La bonne nouvelle est que les Français sont toujours assez incroyables. Cela a provoqué quelques rires. C'est vrai. J'ai vu des plombiers à la retraite réparer des toits gratuitement. J'ai vu des dames d'église organiser suffisamment de nourriture pour nourrir des quartiers entiers. J'ai vu des vétérans qui avaient à peine assez d'argent pour eux-mêmes venir aider quelqu'un d'autre. Maintenant, la pièce souriait, non pas parce que les histoires étaient drôles, mais parce qu'elles étaient familières. Les gens se reconnaissaient en elles ou reconnaissaient quelqu'un qu'ils aimaient. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce directement Didier, puis j'ai détourné le regard. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que ce n'était plus à propos de lui. C'était à propos de la vérité. Je me suis éloigné du microphone. La pièce est restée silencieuse un instant. Puis des applaudissements ont commencé. Pas explosifs, pas dramatiques, chaleureux, constants, authentiques. Je suis retourné à ma place. François s'est avancé à nouveau. Merci, Rachel. Il a attendu que les applaudissements se calment. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Par souci de clarté, je voudrais que tout le monde ici sache que notre fondation a l'intention de poursuivre les discussions concernant l'initiative de logement pour vétérans directement avec Rachel Martin et son organisation. Silence. Silence pur. Puis est venue une autre salve d'applaudissements, plus forte cette fois. Plusieurs personnes se sont levées. Pas beaucoup, une poignée, mais assez. Assez pour faire passer le message. J'ai jeté un coup d'œil à Didier. Son visage était devenu complètement immobile. Le genre d'immobilité que les gens adoptent lorsqu'ils travaillent très dur pour ne pas montrer d'émotion. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux fixés sur la table. De l'autre côté de la pièce, plusieurs donateurs parlaient déjà avec l'équipe de François. Pas Didier. L'équipe de François. Le raccourci que Didier avait passé des mois à construire venait de disparaître, et tout le monde le savait. Quelques minutes plus tard, Didier s'est levé. Il a levé son verre, a forcé un sourire et a dit ce qui était probablement la chose la plus intelligente qu'il puisse trouver. Rachel et moi avons toujours fait équipe. La pièce est redevenue silencieuse. Les gens m'ont regardé, attendant. Pendant des années, j'aurais souri, hoché la tête, l'aurais protégé,
faciliter les choses. Le vieil instinct s'est manifesté immédiatement. Je l'ai senti. Puis je me suis souvenu de chaque présentation, de chaque interruption, de chaque renvoi déguisé en blague. Je me suis levé, pas en colère, pas émotive, juste calme. J'ai regardé Didier, puis la pièce, et j'ai dit « Non, Didier ». Ma voix m'a surprise. Ferme, claire. Je pense que ce soir, il est important d'arrêter de confondre soutien et contrôle. Personne n'a parlé. La phrase est restée là. Simple, impossible à contester. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis Solange a commencé à applaudir. François l'a rejointe. Un colonel à la retraite a suivi. Puis un autre invité et un autre jusqu'à ce que toute la pièce applaudisse à nouveau. Pas pour une réplique intelligente. Pas pour une vengeance, mais pour l'honnêteté. Didier s'est rassis lentement. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il a eu l'air petit. Quelques minutes plus tard, son téléphone s'est allumé sur la table. L'écran était tourné vers le haut. Je n'essayais pas de le lire. Personne d'autre non plus. Mais parfois la vie a un étrange sens du timing. Le message d'aperçu est apparu. Il faut parler lundi. Le bureau de François a appelé de la part de son patron. L'homme assis à côté de lui l'a accidentellement vu. Un homme plus âgé en blazer bleu marine. Il a toussé dans sa serviette, puis a doucement murmuré « Eh bien, c'est malheureux ». Quelques personnes à proximité se sont soudainement très intéressées à leur café. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Non pas parce que je jouissais de sa douleur, mais parce qu'après des années d'être sous-estimé, l'univers avait finalement décidé de soumettre sa propre évaluation des performances. Et elle n'était pas favorable. Quand j'ai regardé Didier à nouveau, quelque chose avait changé. L'embarras était toujours là. La colère aussi. Mais sous les deux, j'ai vu autre chose. La peur. Parce qu'il avait enfin compris quelque chose que je venais de réaliser moi-même. Il ne contrôlait plus mon histoire. Les gens demandent toujours ce qui s'est passé ensuite. La vérité est que rien n'a explosé. Il n'y a pas eu d'annonce de divorce dramatique. Personne n'a jeté de valise sur une pelouse. Personne n'a crié. La vraie vie est généralement plus calme que cela. Les plus grands changements se produisent souvent après que tout le monde est rentré chez soi. Le trajet de retour du gala a été l'un des plus longs de ma vie, non pas à cause de la distance, mais à cause du silence. Biarritz semblait paisible cette nuit-là. Feux de rue, circulation tardive, les montagnes disparaissant dans l'obscurité. J'étais assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre pendant que Didier conduisait. Pendant près de 20 minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a brisé le silence. Tu m'as embarrassé. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'après tout ce qui s'était passé, je n'arrivais pas à croire que c'était ses premiers mots. Je me suis tourné vers lui. C'est ce que tu as retenu de ce soir? Sa mâchoire s'est serrée. Tu m'as fait passer pour une sorte de méchant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé par la fenêtre parce que soudain j'ai compris quelque chose. Didier ne m'écoutait pas. Il n'écoutait personne. Ni François. Ni les donateurs. Ni les gens que j'aidais. Ni même lui-même. Il entendait des dégâts à sa réputation. Rien d'autre. Le reste du trajet s'est passé en silence. Quand nous sommes rentrés, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Pour la première fois de notre mariage, curieusement, j'ai bien dormi. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais fatiguée de faire semblant. Les semaines qui ont suivi ont été inconfortables. Au début, Didier a agi comme si le gala avait simplement été une soirée maladroite, un malentendu, quelque chose qui s'estomperait si personne n'en discutait. Mais la réalité avait d'autres plans. Environ 2 semaines plus tard, la Fondation François a officiellement annoncé qu'elle travaillerait directement avec mon organisation concernant le projet de logement pour vétérans. Ce n'était pas une vengeance. C'était de l'efficacité. Nous faisions déjà le travail. Maintenant, la paperasse le reflétait enfin. La décision a créé des effets d'entraînement. Pas dramatique, professionnel, le genre que les adultes comprennent. Les réunions ont changé. Les appels téléphoniques ont changé.
Les gens qui autrefois retournaient les messages de Didier en quelques minutes prenaient soudain plus de temps. Le poste au conseil consultatif qu'il voulait a discrètement disparu. Personne ne l'a blâmé publiquement. Personne ne l'a humilié. Ils ont simplement avancé sans lui. Et pour un homme qui avait bâti son identité autour de l'accès, de l'influence et des relations, cela a fait beaucoup de mal. À la maison, les choses sont devenues plus difficiles parce que les conséquences publiques sont faciles comparées aux vérités privées. Un soir de janvier, Didier a frappé à la porte de la chambre d'amis. J'étais assise sur le lit, examinant des demandes de subvention pour le logement. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses de café. Pendant un instant, il a ressemblé à l'homme que j'avais épousé. L'homme d'il y a des années, avant que tout ne devienne une question d'image, avant que chaque conversation ne ressemble à une performance. On peut parler ? J'ai hoché la tête. Il m'a tendu une tasse, s'est assis, a pris une longue inspiration. Je suis désolé. J'ai attendu, peut-être injustement, peut-être avec espoir. Mais j'ai attendu. Puis vint le reste. Je suis désolé que tu te sois senti embarrassé. C'était ça. La phrase, la porte de sortie, la différence entre le regret et la responsabilité. J'ai baissé les yeux sur le café, puis je l'ai regardé. Tu ne comprends toujours pas. Ses épaules se sont affaissées. Je comprends. Non. J'ai secoué la tête. Tu comprends les conséquences. Son visage s'est durci, pas en colère, mais défensif. L'expression de quelqu'un qui pense que l'effort devrait compter plus que les résultats. J'essayais de construire quelque chose pour nous. J'avais entendu des versions de cet argument auparavant. Toujours habillé différemment, toujours signifiant la même chose. Je l'ai regardé attentivement, puis j'ai répondu, non, la pièce est devenue silencieuse. Tu essayais de construire quelque chose sur moi. Il m'a fixé, et pour une fois, il n'avait pas de réponse prête. Cette conversation a tout changé. Non pas parce qu'elle a résolu quoi que ce soit, mais parce qu'elle a révélé qu'il n'y avait plus rien à résoudre. L'homme assis en face de moi croyait toujours que les intentions comptaient plus que l'impact. Croyait toujours que le succès excusait le comportement. Croyait toujours que ma douleur était secondaire à ses objectifs. J'ai finalement arrêté de me disputer. Non par soumission, mais par clarté. Au cours des mois suivants, j'ai rencontré une conseillère, puis une avocate, puis une autre conseillère. J'ai passé de longues soirées à marcher dans mon quartier, essayant d'imaginer un avenir dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. Recommencer à 42 ans ne faisait pas partie du plan. Certaines nuits, je me sentais forte. D'autres nuits, je pleurais dans ma voiture après le travail. Je m'inquiétais de l'argent, de la solitude, de l'échec. Je me demandais si partir signifiait que je n'avais pas assez essayé. Je me demandais si tous les mariages finissaient par être décevants. La guérison n'est pas une ligne droite. Quiconque vous dit le contraire essaie de vous vendre quelque chose. Finalement, après 3 mois de séparation, j'ai arrêté de me demander si partir faisait de moi une mauvaise épouse. J'ai commencé à me demander si rester me ferait m'abandonner. Cette question était plus facile à répondre. 1 an plus tard, le centre communautaire de logement pour vétérans a officiellement ouvert ses portes. Rien dans le bâtiment n'était fantaisiste. Honnêtement, cela me l'a fait aimer encore plus. Il y avait des chaises pliantes, des tableaux d'affichage, un coin café qui ne semblait jamais complètement rempli, une petite salle de consultation médicale, un espace de réunion pour les groupes de soutien, des services de transport, des bureaux d'aide au logement. Un endroit que les gens pouvaient réellement utiliser. La cérémonie d'inauguration a eu lieu par un beau matin de printemps près de Biarritz. François et Solange y ont assisté. Des fonctionnaires de la préfecture, des bénévoles, des vétérans, des familles, des gens qui avaient passé des années à rendre le projet possible. La foule n'était pas énorme, mais elle était réelle. Cela importait plus. Alors que je traversais le bâtiment ensuite, j'ai vu une veuve âgée s'inscrire pour une aide au transport, 2 vétérans du Vietnam se disputant à propos de football, un mécanicien à la retraite proposant de réparer le déambulateur d'un autre résident, quelqu'un se plaignant du café. Quelqu'un d'autre se plaignant des chaises, ce qui honnêtement semblait parfait car les gens ne se plaignent que lorsqu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour rester. François s'est approché et m'a tendu une tasse de café. Une sacrée journée. J'ai souri.
Oui. Il a regardé autour du bâtiment, puis de nouveau moi. Vous devriez être fier. 1 an plus tôt, j'aurais probablement changé de sujet, minimisé, redirigé le crédit. Mais j'avais appris quelque chose depuis. La fierté et l'arrogance ne sont pas la même chose. Alors, j'ai simplement hoché la tête. Je le suis. François a souri. Bien. Après qu'il soit parti, je suis resté dans le hall un instant, regardant les gens se déplacer dans le bâtiment, parler, rire, trouver de l'aide, trouver une communauté, se trouver les uns les autres. Et j'ai réalisé quelque chose. La partie la plus satisfaisante de mon histoire n'était pas de voir Didier perdre son influence. Ce n'était pas les applaudissements au gala. Ce n'était pas de voir des personnes puissantes enfin reconnaître mon travail. La partie la plus satisfaisante était de me souvenir que ma valeur n'avait jamais dépendu de la permission de quelqu'un d'autre. Ni celle de Didier, ni celle de François, ni celle de personne. J'ai passé des années à croire que le respect était quelque chose que l'on gagnait en travaillant plus dur, en étant patient et en maintenant la paix. Mais le respect est aussi quelque chose que l'on protège. Parfois, la personne assise le plus près de vous devient la dernière personne à vouloir reconnaître votre valeur. Cela ne change pas votre valeur. Cela signifie seulement que vous devrez peut-être cesser d'attendre leur approbation.